Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est compliqué de se dire, oui mais attends, je fais un copier-coller et je peux l'imprimer dans mon salon en fait, tu vois. Je vais revenir en 2 points sur ton, c'est hyper intéressant. En fait, ça choque personne que tu aies des œuvres d'art ou des biens dans le monde physique qui sont la Joconde, des millions ou des dizaines de millions d'euros. Nos vies deviennent digitales et en fait, posséder un bien digital, c'est plus quelque chose en fait de délirant, tu vois. Et nous, c'était une question qu'on se posait au début, tu vois. Est-ce que les gens vont collectionner quelque chose de digital, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de le toucher, mais tu dis, c'est tu plus vois, quelque chose de délirant dans ton monde. Alors non, mais en fait, moi, les gens dépensent. En fait, mais... je vais te dire un truc. Les gens dépensent des milliards, des dizaines de milliards dans les jeux vidéo pour acheter des biens digitaux, d'accord, qui ne possèdent pas, qui peuvent pas revendre, qui peuvent pas utiliser dans un autre jeu, qui peuvent pas bouger. En fait, tu n'as pas. Je te prends l'exemple du jeu, des jeux vidéo parce que c'est celui. Mais ça, c'est générationnel. C'est là où tu vois, tu dis les gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de ça. Je veux dire, tu prends mes parents, qui je recommanderais d'écouter ce podcast, tu vois. Je sais même pas s'ils savent que tu peux dans un jeu vidéo acheter. Alors je regarde Candy Crush. En fait, t'avais des tranches d'âge, tu vois. Enfin, ça touche pas juste les jeunes, Candy tu vois. Crush, et Candy Crush générait des milliards en fait parce que les gens achetaient des trucs dans le jeu, si tu veux, qu'ils ne possédaient pas, tu vois. Et là où en fait sur un NFT, tu vas posséder. Sur Sorare, tu dépenses de l'argent pour une carte, tu la possèdes. Si tu veux la revendre, tu peux. Si tu veux l'utiliser dans notre jeu, tu peux. Si la société ou les accords avec les ligues qu'on a disparaissent, tu possèdes toujours ton bien. Donc en fait, tu changes complètement de paradigme en fait d'un monde en fait où tu dépensais l'argent pour quelque chose que tu n'avais pas à un paradigme où tu possèdes. Et alors je reprends là, c'est très important pour comprendre tout ce qu'on dit parce que en fait quand tu vas chez un marchand, tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, c'est le même groupe, on va en citer d'autres, j'en sais rien, chez Conforama, eh bien tu dépenses de l'argent, on te donne un canapé, un CD, un appareil photo, il est à toi. Il est à toi, t'es libre en fait. T'es libre. Tu peux le bouger de ta cuisine à ta chambre, tu peux le revendre sur eBay, tu peux en faire ce que tu veux. Et cette liberté qu'on a dans le monde physique, on l'a jamais eu dans le monde digital. Quand on achète des biens, on ne les possède pas en fait. On les loue quelque part ou on loue nos données, on donne nos données en fait et on les a pas. Je reprends un peu plus loin, je vais dans un jeu de foot, donc si je joue au foot tous les week-ends, je m'achète un maillot de foot, il est à moi. Si je vais dans un jeu de foot, j'achète un maillot de foot ou un jeu de shoot, tu vois, je sais pas moi, un Minecraft, t'achètes je les connais pas tous, je suis plus gamer, mais où je m'achète une skin dans un jeu de shooting, il est pas à moi. Donc là, tout ça change. Et l'idée, c'est de dire, attends, que tu l'achètes ou que tu la gagnes d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'il y a plein de jeux sur lesquels tu peux jouer des centaines d'heures. Et puis à la fin, si t'es hyper fort, tu vas gagner un truc très très rare que tu peux éventuellement revendre parce que tu l'as fait à la sueur. Et ça apporte finalement de la valeur aussi au jeu en lui-même et à la société éditrice potentiellement parce que elle crée autour d'elle potentiellement un marché, quoi, c'est ça. Complètement. Et tu vois, pour peut-être illustrer avec notre secteur d'activité qui est l'art, qui est un peu aussi à l'avant-garde des NFT comme il est souvent dans les nouvelles révolutions technologiques. Avec le porno. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Où il y a je sais pas s'il y a des cas d'usage pour le coup sur les NFT, mais il y a d'autres cas d'usage crypto. Mais en tout cas, sur l'art, tu es un artiste. En fait, maintenant, tu as les moyens de... C'est piquant ce que je viens de dire, pardon. Comment non, mais tu vois, tu prends un truc là, et puis moi, je rajoute le porno derrière. Mais bon, Non, mais c'est le cas. En fait, dans le digital, on a toujours vu le porno avant-gardiste avec l'art. Avec l'art, et les jeux sont pas très longs d'art. Et bref, donc, si tu veux, sur l'art, t'es un artiste. Maintenant, tu peux créer un bien digital, tu peux l'authentifier, et tu peux avoir une relation directe, en fait, avec ton audience, avec tes fans qui vont pouvoir acheter ça et donc ça change tout. Et derrière, en fait, quand l'œuvre est revendue, l'œuvre digitale, tu peux en plus toucher des royalties sur la revente parce qu'une des propriétés cool des NFT, c'est la traçabilité. Donc on a mentionné la rareté digitale qui est une des premières. La deuxième, c'est la traçabilité, c'est-à-dire que si
dans 3 ans, t'es artiste, ton œuvre est revendue, en fait, et qu'il y a un changement de propriétaire, en fait, ben, tu vas pouvoir collecter quelque chose sur cette vente de manière automatique. Et ça, c'est incroyable.